Gérard Gruot, qui est chercheur émérite au CNRS, membre du Haut Conseil breton pour le climat, donc il a une très très bonne connaissance des thématiques de l'eau globale, mais aussi en Bretagne. Et donc, on va parler de ça. Et à la suite de cette conférence, on va avoir un débat ou un micro qui va circuler pour pouvoir débattre de ces questions-là. À la fois, ce sera l'occasion à la fois de poser vos questions, mais aussi eh bien, d'intervenir sur ce sujet-là. Et donc là, on aura Laurent Labeyrie qui a accepté d'animer ce débat. Et donc Laurent et Gérard se connaissent très bien puisqu'ils sont tous les deux membres du Haut Conseil breton pour le climat. Donc voilà. Ouais. Merci Maxime. Oui, merci pour les applaudissements, c'est sympa. J'ai pas fini. Non, mais et puis Laurent, ici présent, oui, qui est un ami en même temps qu'un collègue. Bon, on va essayer d'animer quelque chose. Alors, je vais essayer. L'après-midi est dense. Hein, je vais essayer d'aller vite et de vous amener des éléments pour susciter le débat et les interactions. C'est mon objectif. Je remercie Maxime, les organisateurs, pour cet accueil. Et puis je vois qu'il y a une assemblée qui est extrêmement nourrie. Et puis surtout, il y a pas mal de jeunes, ce qui n'est pas l'habitude dans les publics auxquels je m'adresse. On voit souvent des anciens concernés et on ne voit pas trop des jeunes. Et ici, je trouve ça super qu'il y ait des jeunes. Alors, je vais vous parler un peu de moi pour commencer, parce que je suis un peu comment dire, je suis un peu désarçonné en tant que chercheur. Hein, c'est-à-dire que tout ce qui se passe aujourd'hui sur le changement climatique, sur la question de l'eau, comme je vais vous parler, le problème, c'est qu'on voit une grande inaction pour des choses qui sont dites et annoncées depuis maintenant 50 ans. Hein. Et donc, moi, ça me questionne. Hein. Alors, j'ai juste remis quelques ouvrages de base, dont certains j'ai relus récemment. Donc, le bouquin de René Dumont en 73, hein, qui venait avec son verre d'eau, vous vous souvenez, pour les anciens comme moi, 74, élection présidentielle, il avait déjà annoncé tous les problèmes qu'on connaît sur la question de l'eau. Je ne parle pas du rapport Mido sur les limites de la croissance. Hein, donc, vous ouvrez ce document, vous verrez que tout ce qui se passe aujourd'hui est annoncé, hein, écrit noir sur blanc. Et quant au truc 79, là, c'est le groupe de travail que Jimmy Carter avait mis en place, le rapport Charney, parce qu'ils s'inquiétaient quand même, dès en 79, les Américains, sur l'impact des usages de combustibles fossiles sur le climat. Et dans ce rapport-là, il était déjà écrit noir sur blanc que si vous doublez la teneur en atmosphère, de CO2 dans l'atmosphère, vous aurez plus 3,5 degrés en 2100. Okay, dès 79, c'était écrit. Après, Reagan arrive et tout ça est balayé d'un revers de main. On passe Reagan, Thatcher, etc. Donc tout ça a été, tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est relativement écrit. J'ai retrouvé, alors vous connaissez comme moi, Chirac qui disait en 2002, allez voir son discours, c'est très très intéressant, hein, parce que Chirac, c'est un écolo de base. Il parle de la biodiversité culturelle et animale, enfin végétale et animale. Quoi. Il voit que la culture est un élément vraiment très important, et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui sur les attaques sur la culture. D'accord ? Et donc Chirac, c'est lui qui dit la maison brûle, on regarde ailleurs. Et là, j'ai remis. Je ne suis même pas à jour sur les hectares brûlés en Espagne. Je pense que j'ai compris que c'était au-delà de ça. Hein. C'est quand j'ai fait ma conférence, on était déjà à 345 000 hectares partis en fumée. Donc j'ai envie de dire, Chirac en 2002 disait la maison brûle, on regarde ailleurs. Aujourd'hui, la maison brûle pour de vrai et on continue de regarder ailleurs. Enfin, pas tous, hein. Pas nous, pas vous, mais certains. Continuent de regarder ailleurs. Alors, je vais peut-être y arriver. Alors, on revient à l'eau. Hein. Alors, c'est marrant 2025, parce que moi, j'habite à côté de Redon. En janvier 2025, on était sous l'eau, n'est-ce pas ? Donc, on se noyait quasiment. Hein. Et puis, en juillet 2025, avant les pluies de deuxième quinzaine de juillet, le maïs on était en grande souffrance sur l'eau. Donc, 2025, c'est quand même une année particulière où on balaie les deux extrêmes en 6 mois d'intervalle. D'accord ? Donc voilà, donc j'en reviens à ma petite idée. Moi en tant que chercheur, et je pense que Laurent c'est pareil, hein, ça nous questionne beaucoup. Hein, il y a une grande inertie d'action qui continue à prévaloir. Quand on nie pas les résultats de la science, bien évidemment, hein, alors que les données et les faits s'accumulent sur la menace climatique, ça m'interroge moi, si vous voulez, cette inertie. D'accord ? Et je me pose des questions, c'est qu'est-ce que je dois vous dire ? De quoi je dois vous parler ? Hein,
Comment je ne vais pas nourrir votre éco-anxiété que j'imagine est au même niveau que moi, un peu forte, votre découragement. Je me pose aussi la question de comment comprendre cette inertie. Hein, c'est important, je pense, d'essayer de comprendre pourquoi on ne fait rien, où il se passe peu de choses, c'est quoi les résistances au changement. Et puis, c'était le sous-titre de ma conférence, c'est que faire, n'est-ce pas? Donc je voudrais que ça soit ça notre débat. Mais donc, j'ai prévu deux parties. Première partie, je vais quand même faire mon métier, c'est-à-dire vous donner les éléments scientifiques de la situation, mais vous connaissez déjà, donc je vais rappeler des choses assez évidentes, assez triviales. Et la deuxième partie, c'est parler des pistes d'action, et puis aussi peut-être donner des raisons d'espérer, quand même, parce que il faut quand même que... Voilà, j'essaye moi-même tous les jours de me donner des raisons d'espérer qu'on va arriver à faire bouger les choses quand même. D'accord? Alors, je vais y arriver. Donc, quelques données pour resituer la problématique de l'eau, des usages, du changement climatique, mais vous connaissez sans doute beaucoup de choses de ce que je vais dire, donc je vais passer assez vite. Hein. Vous savez, ça a été dit, hein, il y a de l'eau sur Terre. Hein. On a vu qu'il n'y avait pas que sur Terre, mais sur Terre, il y a de l'eau liquide pour les raisons qu'on a vues de petites fenêtres pression-température tout à fait idéales. Hein. Mais bon, effectivement, l'eau sur Terre, elle est principalement de l'eau salée, hein, 97,5%. L'eau douce, eh ben, 2 tiers, c'est les glaciers. 1 tiers, c'est l'eau libre des rivières et des lacs et des nappes. Et si vous n'avez pas les moyens de pomper de l'eau des nappes, eh ben, le petit réservoir sur lequel vous pouvez puiser, c'est les rivières, les lacs, etc. Et c'est que 0,1% du total de l'eau. Donc il y a de l'eau, mais c'est une ressource qui est finie et qui n'est pas, l'eau douce, pas si abondante que ça. Voilà, donc les usages, ça a été dit aussi, hein, c'est essentiel à la vie. Donc si on regarde au niveau global, mondial, eh ben, voilà, l'agriculture utilise 64% des prélèvements sont utilisés pour produire des biens agricoles. Bon, c'est pas illogique, hein. Sans eau, il n'y a pas d'agriculture. D'accord. Si on regarde la situation en France, alors ça, les chiffres sont variables suivant que vous êtes remonté un peu contre la profession agricole ou pas. Hein. Donc là, c'est des chiffres un peu neutres, 48% en eau consommée, pas forcément en eau prélevée, mais en eau consommée. En France, c'est l'agriculture via l'irrigation qui est principale consommatrice. Il y a des chiffres qui sont plus élevés que ça, à 58-60%. D'accord. Mais vous voyez que sans eau, on n'a pas d'énergie, on n'a pas de centrale nucléaire, on ne les refroidit pas. Hein, on n'a pas d'agriculture, on n'a pas de nourriture. On n'a évidemment pas d'eau potable pour nous, etc. Donc l'eau, effectivement, est centrale dans nos activités. Voilà, ça c'est une évidence. Alors, avant de parler du climat, on peut parler des pressions exercées par les usages. Hein. Ces pressions, elles proviennent principalement du fait que la population humaine sur Terre a fortement augmenté dans la période récente. Hein, on est passé en gros de 1 milliard d'habitants un peu plus au début du 20e à 8 milliards et quelques aujourd'hui. J'entendais la dernière fois, il n'y a pas très longtemps, Mitterrand qui parlait de l'Europe. Il parlait de 350 millions d'habitants, je crois. Aujourd'hui, c'est 470 millions d'habitants. Vous voyez, Mitterrand, c'est 80, on est en 2025. Vous voyez quand même la pression démographique sur nos ressources est extrêmement importante. À partir de ce moment-là, si vous augmentez la pression démographique, vous avez un volume d'eau douce fini, évidemment, vous augmentez la pression. Hein. Donc c'est la courbe de droite qui vous montre que vous divisez la disponibilité en eau par individu d'un facteur 3,5 en l'espace de entre 1900 et 2025. Voilà. On sait aussi, vous le savez comme moi, que les ressources sont mal réparties sur Terre. Hein. L'eau n'est pas uniformément répartie. Il y a des zones en tension, des pays parmi les plus peuplés comme la Chine ou l'Inde. Hein, vous voyez, ça, quand c'est dans le marron, ça veut dire que vous êtes en dessous du seuil de 2500 mètres cubes par an. Hein, ce n'est pas 2500 mètres cubes, ce n'est pas ce que vous consommez comme eau potable. C'est tout ce que vous consommez comme eau à travers tous les usages de l'eau. Hein, c'est-à-dire ce que vous mangez, l'énergie, etc. D'accord. Donc cette limite de 2500 mètres cubes, vous voyez, la limite marron, c'est ce qu'on considère comme ce qu'il faut pour ne pas être en vulnérabilité. Puis vous voyez en dessous, vous êtes en vulnérabilité, en stress, en manque d'eau, etc. Donc vous voyez la répartition. Vous voyez que la Chine et l'Inde qui regroupent 3 milliards d'habitants ou un peu plus à L2, enfin un peu moins,
et ben, vous voyez que c'est des pays qui sont en tension du point de vue de l'eau, hein, en termes de disponibilité. Voilà. Et donc, à partir de là, ben, des conflits, forcément, émergent. Et si on regarde aujourd'hui la carte des conflits, on voit beaucoup de conflits qui, pas forcément comme la chose qui est sur la table, mais qui est en second, mais qui est derrière, c'est l'accès à l'eau. Voilà, donc le Moyen-Orient, par exemple, on n'en parle pas forcément tout le temps, mais le conflit israélo-palestinien, il est aussi beaucoup basé sur l'accès à la réserve en eau, à la ressource en eau. Donc, des conséquences, et l'eau devient un objet de conflit pour les deux raisons que j'ai précédemment énoncées, c'est-à-dire l'augmentation de la demande, des besoins, le côté vital, et puis le côté inégalité de répartition. À partir de ce moment-là, ben, vous avez des points de conflit. Je ne parle pas des barrages que la Chine construit actuellement dans l'Himalaya, etc., des barrages monstrueux, hein, qui vont effectivement potentiellement impacter l'eau dans la péninsule sud-est asiatique. Ok, donc ça, c'est la situation du point de vue de la pression humaine, usage sur la ressource. Se greffe là-dessus le changement climatique, hein, qui, je dirais, rajoute un élément très important de stress. Là, je rappelle, c'était cette diapo, elle vient de 2023, où notre président actuel de l'ONU a déclaré, pour lui, on est au-delà du réchauffement climatique, on est dans l'ère de l'ébullition climatique. Hein, c'est-à-dire que ébullition, ça veut dire on va rentrer dans des choses qui deviennent quasi invivables. Là, je vais aller assez vite, hein, pour rappeler que le réchauffement climatique, c'est la conséquence des émissions de gaz à effet de serre. À gauche, vous avez l'augmentation de la teneur en CO2, qui est le principal gaz à effet de serre. À partir de 1800-1900, vous voyez cette courbe, elle aussi exponentielle, hein, qui est aussi reliée à l'augmentation exponentielle de la population, évidemment, puisque le développement a été encore basé aujourd'hui sur l'utilisation d'énergies fossiles. Donc, tout se relie, n'est-ce pas? Et puis vous avez à droite les évolutions récentes. On est toujours sur une courbe croissante en termes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. La conséquence, vous la connaissez comme moi, c'est un réchauffement. Là, j'ai actualisé les données. Donc en données 2024, moyenne glissante sur 5 ans, à l'échelle mondiale, on est rendu à plus 1,35, plus ou moins 0,13 degrés C, vous voyez. Voilà. Cet diagramme, il a ce côté intéressant, je vous le montre, c'est pour ça, c'est que ici, vous avez les modélisations climatiques, hein, faites par une vingtaine de laboratoires dans le monde qui croisent leurs informations, leurs données. Et vous avez en marron ici la courbe simulée en injectant effectivement ces surplus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et vous avez ici la température observée. Et ici, vous avez ce qui serait passé si on n'avait pas effectivement injecté ces gaz à effet de serre. Donc vous voyez très clairement qu'on a un réchauffement d'origine anthropique. Hein, vous voyez qu'il a commencé à décoller de la courbe de référence sans ces gaz à effet de serre aux alentours des années 1980 et que depuis, on est sur une période effectivement d'augmentation très forte. Et l'autre point important ici, c'est de montrer la concordance entre ce qui est simulé par les modèles et ce qui est observé. D'accord ? Ça veut dire que les politiques ont sur la table des outils fournis par les climatologues qui prédisent précisément l'impact en termes de température des émissions, hein, avec une grande précision. Ça, c'est pour montrer que quand on ne regarde pas des moyennes lissées, mais qu'on regarde des moyennes annuelles, 2024, on a dépassé plus 1,5 à l'échelle planétaire. On était à 1,56, si ma mémoire est bonne. Ça veut dire qu'on avait dépassé l'objectif de l'accord de Paris 2015. Ça y est, on est déjà, dès 2024, on est au-dessus de ces 1,5 degrés. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est la situation. La France, bon, bah, vous savez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais plus on va vers le pôle Nord, plus on se réchauffe fort, pour un tas de raisons que je ne vais pas détailler ici. Et pour nous, sur les moyennes, sur la période 2015-2024, ce n'est pas plus 1,35, c'est plus de 2. Hein. Et en 2024, l'Europe de l'Ouest, c'était plus de 6. La France, on a vu un 2024 un peu plus frais que la moyenne européenne. Mais vous voyez qu'on est large en Europe de l'Ouest, on est au-delà des 2 degrés C qui sont l'autre
cible accord de Paris. Hein. Donc voilà, donc je continue. Pour vous rappeler des choses que vous savez aussi, tous les médias en parlent, c'est que les trajectoires actuelles de CO2 continuent, même si on a ralenti, on continue d'augmenter. Ça, c'est tout ce qui est... On émet à peu près aujourd'hui en équivalent CO2 52 milliards de tonnes. Hein, c'est CO2 plus les autres gaz à effet de serre transcrits en équivalent CO2. Et ça, c'est ce qu'il faudrait comme trajectoire pour être sur ces 1,5, 2 degrés, vous voyez. Et la trajectoire des politiques actuelles avant Trump, hein, avant Trump, c'est cette trajectoire-là. Donc on a un plateau. On nous dit que la Chine, l'année dernière, a atteint son maximum, ce qui est très bien. Et vous voyez que sur les trajectoires actuelles, on est sur une trajectoire on est sur un plus 2,8, plus 3. Pour la France, ça c'est les modélisations spécifiques à la France, donc il se réchauffe plus vite. Hein, vous voyez, on est sur une trajectoire à plus 4. Hein, voilà. Et vous voyez que même cette trajectoire modélisée pour la France, elle a même du mal à englober dans ces écarts types et certaines des valeurs qu'on observe, on est plutôt même à la limite supérieure à ce qui se passe. D'accord ? Donc ça, c'est le plus 4 de la trajectoire française qu'a le gouvernement quand il veut quand il nous parle d'adaptation, etc. C'est le plus 4 degrés. D'accord ? Donc voilà, donc, quelles conséquences pour la ressource en eau ? Voilà, bon, tout le monde sait que le grand cycle de l'eau, il est sous l'action, effectivement, on évapore dans les océans, hein, l'eau ensuite est transférée vers les continents, la pluie, etc. Ça, c'est le grand cycle. Et nous, nos activités, notamment, c'est ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau pour l'eau potable, on est greffé sur ce grand cycle. Hein, donc, on dépend entièrement de lui. D'accord ? Donc, température plus élevée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus d'évaporation. Hein, donc plus d'eau sous forme vapeur. C'est marrant parce que si on reprenait les schémas de tout à l'heure, vous voyez, vous vous rappelez le schéma solide, eau liquide et gaz, on déplace un peu on n'est pas à 100 degrés d'ébullition, mais on va mettre plus d'eau en suspension de l'atmosphère sous forme H2O, sous forme vapeur. D'accord ? Ce qu'on dit, c'est 1 degré de température en plus, c'est 7% d'humidité en plus dans l'atmosphère. D'accord ? Donc c'est autant de moins, a priori, de plus efficace. En termes de, comment dire, on attend quoi de ça ? Je vais vous montrer que c'est vérifié. On attend des changements dans la répartition spatio-temporelle des précipitations. Et on attend une intensification des extrêmes, sécheresse et pluie intense. D'accord ? Le changement de répartition, là c'est une carte d'un article qui vient de sortir, qui est très très récent, pardon, j'ai été un peu vite, je reviens, je ne suis pas dans le bon sens, voilà. 2025, où on regarde l'évolution des stocks d'eau souterraines, c'est-à-dire dans le sol et les nappes, depuis 2004. Hein, il y a une mission aux États-Unis, enfin un ensemble de missions, et puis un programme qui s'appelle GRASS, et qui regarde ça. Et vous voyez qu'on voit apparaître effectivement des zones qui sont en assèchement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'eau, hein, mais ça veut dire que le volume d'eau contenu dans le sol est en diminution. Et vous voyez que l'Europe de l'Ouest, et toute cette partie ici, ce qu'on appelle la grande région 4, là, avec le pourtour méditerranéen, on est en plein dans ce scénario-là. À l'inverse, vous avez des régions qui étaient déjà des régions humides, dans lesquelles il pleut un peu plus. Hein. Donc ce qu'on voit là, c'est une modification des stocks d'eau du sol et du sous-sol récente, hein, avec une tendance à diminuer dans certaines régions, à augmenter dans d'autres. Et les certaines régions où ça diminue, on n'est pas du tout à l'écart de ça, nous, Européens, bien au contraire. Voilà, donc en termes de... Juste ça, c'est pour vous montrer les causes de ça. Les gens, dans le même article, ils ont regardé la pluviométrie des mois et divisé en plusieurs périodes, mais je vous demande de regarder celle-là. C'est la fréquence de mois secs par rapport à la moyenne. Hein, vous voyez, c'est 100% des mois d'une année qui sont secs par rapport à la moyenne de la région, de la localité. Et on voit effectivement qu'entre 2004 et 2019-2024, dans ces régions dans lesquelles le stock d'eau apparaît diminuer, on a des mois qui sont plus secs que la moyenne et qui s'accumulent. Donc c'est bien une modification dans la répartition des précipitations qui semble expliquer ce signal.
Si on regarde plus précisément, alors là, vous ne voyez pas forcément très bien, mais ça, c'est l'Europe de l'Ouest. Et donc, le petit carré, c'est l'ouest de la France, hein, c'est donc la Bretagne. Les modèles climatiques, alors là, on est à 2100. Voilà, 2100, horizon 2100. L'évolution des précipitations. Donc, sud de la France et bassin méditerranéen, tous les modèles vont dans le même sens. En marron, ça veut dire qu'on aura moins de précipitations à l'échelle annuelle, hein. Nous, dans le nord de l'Europe, pays scandinaves, plus des précipitations. Et puis dans la partie dans laquelle on se situe, on est dans la zone hachurée, c'est-à-dire qu'on peut être d'un côté ou de l'autre. D'accord ? Mais ça, c'est en termes de pluie. Je rappelle qu'il y a plus d'évaporation. Donc, la pluie efficace, c'est la pluie qui recharge l'eau des nappes, qui va dans le sol. Hein, et quand vous augmentez la température, ben, vous avez un retour à l'atmosphère via évaporation, évapotranspiration qui est plus important. D'accord ? Donc même s'il pleut la même quantité d'eau, à partir du moment où la température augmente, eh ben, la prédiction, c'est qu'il y a moins de pluie efficace. D'accord ? On va voir ça tout de suite en termes de conséquences. Alors oui, je regarde, ça c'était en moyenne annuelle. Si on regarde l'été, alors là l'été, tous les modèles s'accordent pour dire moins de précipitations en été, y compris dans le nord de la France, y compris en Bretagne, des étés plus secs que ce qu'on a connu par le passé. Voilà, les conséquences, c'est exactement ce que je dis. Voilà la courbe moyenne de l'humidité des sols, Météo France, ça c'est au niveau national. Hein, vous avez la moyenne des années 60-90, vous voyez le sol moyen, et vous avez en haut, vous avez les années très sèches, en bas les années très sèches, et en haut les années humides. Par exemple, 2024 était une année humide, 76 était une année très sèche. Ça, c'était la moyenne sur cette plage de temps. Eh bien, si les modèles, on prédit quoi? Que la moyenne, eh bien, elle va vous voyez, à des échelles de temps 2025-2050, s'approcher des minima qu'on observait dans cette période-là en termes de niveau d'eau dans le sol. D'accord? Et que si vous poursuivez le schéma et vous vous projetez en 2071-2100, eh ben, la moyenne en 2100, ce sera l'état le plus sec qu'on connaissait dans ces périodes-là. Vous entendez ça régulièrement à la radio quand les climatologues vous disent que 2024, 2025, l'été 2025 nous paraîtra plutôt modéré en 2100, presque frais. Et ben pour la question de l'humidité du sol, ce sera exactement pareil. 2022, voire 2025, qui est assez sec, eh ben vous paraîtra finalement en 2050-2100 des années assez humides. D'accord ? Voilà l'évolution des cours d'eau, hein, des débits. Hein, évidemment, moins de précipitations efficaces, ça veut dire moins de débit dans les rivières, hein, donc des étiages de plus en plus sévères. Alors là, on est en 2070-2100. Vous voyez, en moyenne annuelle, on a beau avoir autant de précipitations ou pas beaucoup moins, en Bretagne, comme on a plus d'évapotranspiration, on aura moins de débit. Et quant à l'été, vous voyez, les diminutions de débit par rapport aux moyennes qu'on observe actuellement, c'est du moins 35%, moins 30%. D'accord ? Donc, souffrance du milieu aquatique garantie. Okay ? Donc, voilà. Mais, comme vous le savez aussi, comme ça a été dit, comme on le vit maintenant, j'ai dit tout à l'heure, renforcement des extrêmes. Hein, mais vous voyez, vous vivez même maintenant, comme moi, l'émergence d'événements de pluie intenses, hein, qu'on ne connaissait pas forcément dans les années, je dirais, hantées 1990. Hein. Et là, j'ai mis quelques événements. En octobre 2024, des pluies, des intensités de pluie très très fortes, y compris dans l'ouest, à Nantes, voire à Rennes. Et puis là, c'est l'événement qu'il y a eu dans la région de Saint-Étienne, etc., toujours en octobre 2024, avec des 200 mm de pluie, 250 mm de pluie en 24 heures. Hein. Donc ça, c'est maintenant des choses qu'on voit régulièrement, en même temps qu'on voit des sécheresses. Et quand je vous ai dit tout à l'heure 2025, année tous les extrêmes pour la région de Redon, c'est ce que je vous montrais au début. On était sous l'eau en janvier, on n'avait plus d'eau en juillet. D'accord ? Bon, zoom sur la Bretagne. Alors, juste pour rappeler quand même que la Bretagne, c'est une zone de granit et de schiste, donc relativement imperméable. Donc, on est très dépendant des ressources de surface. De l'eau potable, chez nous, c'est des captages dans les rivières, c'est des captages dans des retenues. D'accord ? Donc, on est très vulnérable. Dès qu'il arrête de pleuvoir, il n'y a plus d'eau dans les rivières, il n'y a plus d'eau dans les retenues, donc on n'a plus d'eau potable.
D'accord, 2022, c'était pratiquement la limite de couper les robinets dans la région comment dire, de Saint-Malo-d'Inard. C'est ce que je dis ici. Sachant que dans l'est de la Bretagne, il faut savoir qu'il ne pleut pas tant que ça. Hein. Vous êtes à 600 mm de pluie en moyenne, hein, dans la région de Rennes et vers Nantes. Ce n'est pas plus que sur le bassin méditerranéen, c'est même un peu moins. Sauf que nous, c'est un peu réparti dans toute l'année, donc c'est quelques gros événements. Hein, c'est la différence. Mais on est dans une zone, l'est de la Bretagne, où il ne pleut pas tant que ça. Il ne pleut même pas beaucoup. Donc dès qu'on a un problème de pluie, très rapidement, vous avez les retenues. Ça, c'est les retenues de Saint-Malo, Mirlou, là, qui sont à sec très vite. Là, cette année, on a eu la chance de cet hiver 2025, ce janvier 2025 très pluvieux, qui a rempli toutes les retenues à ras-bord. Sinon, on serait en problème aussi en eau potable maintenant. J'avance, voilà, c'est ce que je veux dire ici. 2022, on a eu un gros problème parce que l'hiver 2021-2022 avait été sec. Cette année, on n'a pas de problème, le même problème d'eau potable parce que l'hiver 2024-2025 a été humide. Maintenant, les rivières aujourd'hui, si vous les regardez, il n'y a plus d'eau dedans. Hein, d'accord ? Par contre, les retenues, on n'a pas cette alerte. Donc, on est un peu déconnecté en tant que consommateur d'eau du robinet de la réelle situation. Hein, c'est ça notre problème, quelque part. C'est que la technologie nous coupe de la réalité, hein, de ce qui se passe dans les environnements. Okay ? Donc ça a du bon, hein. Moi je suis content d'avoir de l'eau à mon robinet, mais je sais que ça me coupe de la réalité de la situation, en fait. L'autre problème de la Bretagne, enfin le troisième, hein, c'est qu'après on est imperméable, il ne pleut pas beaucoup, on a une augmentation des prélèvements, hein, dans le temps. Ça, je vais passer, mais je regarde simplement le département d'Ille-et-Vilaine. Aujourd'hui, le département d'Ille-et-Vilaine est déficitaire en eau pour faire de l'eau potable. Elle est importée des Côtes d'Armor. Et ça, vous avez les projections d'évolution de la population de la Bretagne à l'échéance 2050. Et si on garde les mêmes niveaux de consommation, là, vous voyez, on a un déficit d'eau potable à ouvrage équivalent de 50%. D'accord ? Donc, et si on attire des gens parce qu'on est un refuge climatique, hein, ce qu'on nous dit, on va se retrouver tous concentrés dans une région où il n'y a pas tant de ressources en eau que ça. Et donc, on aura nos petits conflits d'usage locaux. Hein. Voilà. Deuxième partie et dernière partie, tu me dis où j'en suis de mon timing, parce que je voudrais tenir en 35, il me reste 5-10 minutes, et puis lancer le débat. Hein. Je vais lancer quelques idées comme ça. Parce que là, je vous ai dressé un tableau d'apocalypse. Hein, bon, moi, on l'a avec Laurent, hein, et un tableau d'apocalypse qui est sur la table de tous nos décideurs. D'accord ? Donc la question qu'il faut se poser, quand même, moi, je me pose, c'est qu'est-ce que je dois vous dire en termes de mobilisation et d'action, hein, et qu'est-ce qu'on doit collectivement essayer de construire ? Voilà, donc alors, quelques réflexions avant de se lancer dans l'action, c'est quand même de se dire que la crise de l'eau, elle s'insère dans un ensemble de crises. Hein, c'est la crise du climat, c'est la crise de la biodiversité, c'est la crise des flux d'azote, d'agriculture intensive, c'est aussi quelque part une crise d'inégalité sociale. Hein. Donc on a tout ça, tout est mélangé. Là. Donc on ne peut pas regarder cette question de l'eau indépendamment de toutes les autres crises. Hein. Donc voilà, c'est un élément qu'il faut avoir. J'ai montré que les questions de l'eau et du climat, elles sont intimement liées. Hein. Et donc, on va retrouver les mêmes blocages qu'on peut retrouver sur la question climatique. Évidemment, ils impactent la question de l'eau. Si les Américains... j'ai lu hier que dans l'accord commercial Europe-États-Unis, il y a 700 milliards d'achats de gaz de schiste et de pétrole américain quand même dans la balance, obligation pour l'Europe. Hein, ça ne va pas effectivement nous faciliter les choses côté gestion de notre petit problème d'eau. Hein. Voilà. Ah oui, alors, pour moi, la question des inégalités entre riches et pauvres, alors elle se pose au plan mondial, hein, parce qu'on a vu tout à l'heure que les régions dans lesquelles il y a des problèmes d'accès à l'eau, c'est aussi celles qui n'ont pas forcément responsables du réchauffement climatique d'aujourd'hui. Donc au niveau global, il y a un problème d'inégalité entre pays riches et pays pauvres, d'accord ?
Et au niveau local, il y a aussi un problème d'inégalité entre gens aisés et gens moins aisés. Donc la question de l'eau, à mon avis, comme d'autres questions environnementales, c'est une question d'inégalité aussi sociale très forte. Voilà, donc quand j'ai dit ça, je mets sur la table les complexités du problème. Alors là, j'ai deux auteurs que je vous suggère, parce que moi, ils me servent beaucoup quand même à essayer de me guider dans ce dédale de crises enchevêtrées, et puis essayer de m'y retrouver et de ne pas être trop éco-anxieux. C'est Bruno Latour, vous le connaissez peut-être, hein, il est décédé en 2022. Je vous conseille son bouquin « Où atterrir ?» parce qu'il explique très très bien la problématique humaine. Hein. C'est-à-dire on a voulu se développer, ce qui est très légitime. Hein, on voulait avoir un confort de vie, etc. Sauf que maintenant, ça nous revient comme un boomerang dans la figure à travers effectivement le fait que notre développement, et encore, les développements des pays pauvres n'est pas fait, eh bien, il est insoutenable au niveau planétaire. D'accord ? Donc ça, c'est un vrai problème. Hein, et ce qui nous dit, vous voyez, aucune sobriété humaine, aussi ça, aux sociétés humaines, subtile, précautionneuse que vous l'imaginez, n'a eu à se saisir des réactions du système tiers à l'action de 8 milliards d'humains. Donc lui, ce qu'il dit, c'est que notre développement, il nous revient dans la figure, et en plus, on est 8 milliards. Hein, donc il faut trouver des consensus, des prises de conscience collectives entre 8 milliards d'habitants. D'accord ? Donc moi, j'en déduis pour moi, il faut que je prenne en compte la complexité et la multiplicité des enjeux, des intérêts, la nécessité de s'imprégner d'une certaine modestie, hein, parce que ça ne va pas être simple. D'accord ? Donc ça, c'est un premier auteur que je vous recommande. Un autre auteur sur un registre un peu différent, mais moi qui me plaît bien, c'est Daniel Morin, qui est une sorte de penseur philosophique, hein, et qui nous dit: si une situation désagréable survient, la seule question à se poser est si je peux faire une action ici et maintenant pour changer cette situation. D'accord ? Si une solution apparaît, alors il convient de la mettre en pratique. Sinon, la seule solution qui veille est d'accepter la situation sans ressasser qu'elle devrait être autrement. Autrement dit, quand vous êtes face à des problèmes de climat, etc., moi je me dis, je passe à l'action sur ce que je peux bouger, hein. Et puis, s'il y a des choses sur lesquelles, au niveau mondial, j'y peux rien, j'évite de me taper sur la tête par rapport avec ça. D'accord ? Donc, pour moi, ce genre de propos, ça me dit, je vais essayer de faire des choses où je peux agir et où ce que je vais faire, je vais en voir les résultats. D'accord ? Même si j'ai une ambition d'agir au niveau global. Voilà les raisons d'espérer pistes d'action. Alors j'ai vu que la BD, elle était en vente ici, hein, donc c'est très très bien. Ça, c'est une BD à laquelle j'ai participé. Je suis membre d'une association sur Redon qui s'appelle Les Hydrophiles. Et on a fait une BD documentaire dans laquelle on met sur la table tous les problèmes dont je viens de parler et on réfléchit aux solutions. Et dans cette BD, son intérêt, c'est que vous avez des interviews d'un certain nombre de personnes auxquelles vous pouvez accéder via un code. Et on a interviewé plein de gens, Jean Jouzel, des agriculteurs intensifs, des élus un peu, Joël Labbé, là, sénateur avec la loi Labbé qui interdit les pesticides, des membres des associations, des politiques, etc. Et ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde est conscient des problèmes. Tout le monde. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire que tous les acteurs, quand vous allez à leur contact, ils sont quand même conscients qu'il y a un problème. Hein. Même les agriculteurs les plus intensifs, même les industriels qui utilisent beaucoup d'eau, ils sont conscients qu'on est face à des limites. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt rassurant. L'autre chose, à mon avis, c'est que c'est un sujet dont on parle quand même pas mal. Les notions de consommation d'eau, la capacité qu'on peut avoir chez soi, par des petits gestes, de moins consommer d'eau, la douche versus le bain, etc. C'est quand même des choses dont on parle beaucoup. Et je pense que beaucoup de gens maintenant sont informés de ça et ils ont cette conscience-là, tout en étant un peu tétanisés par la complexité des enjeux globaux à laquelle cette question locale, personnelle se rapproche. D'accord ? Donc moi, je trouve que ça avance quand même parce que les médias en parlent. Je dis l'agriculture sait qu'elle va devoir s'adapter parce que moi, je travaille beaucoup dans le monde agricole. Et là, j'étais content de voir, par exemple, que l'histoire des méga-bassines, vous voyez, la Chambre d'agriculture Pays de la Loire, en Mayenne, dit la création de méga-bassines n'est pas une priorité en Mayenne pour la Chambre d'agriculture. Ça veut dire qu'ils ont compris que c'était une fuite en avant et ça, c'était pas forcément résilient sur le long terme. D'accord ? Ça, c'est deux programmes
de recherche-action. Comment adapter l'agriculture de demain au manque d'eau, au réchauffement du climat, qui sont portés par des scientifiques, mais aussi les agriculteurs, et donc qui essayent effectivement de trouver des solutions pour moins consommer d'eau, etc. Donc ça, moi, quand je vois ça, je participe à ça, je dis c'est super, c'est très positif. Donc j'essaye de... Voilà, donc il se passe des choses qui ne sont pas forcément les choses qu'on met en avant dans les médias, que vous voyez, mais cryptiquement, je peux vous dire que dans plein d'endroits, il se passe des choses positives. La question de remettre des haies, etc., on a fait ça. Donc l'eau, elle va à toute vitesse dans le cours d'eau, on ne retient plus rien. Donc il y a quand même pas mal maintenant, on voit des opérations de replantage de haies, même si des fois, quand on fait la balance, on détruit toujours plus qu'on replante. Donc d'accord. Mais bon, on ne peut pas dire non plus qu'il n'y ait pas par certains, des prises de conscience. Il y a des associations hydrologie régénérative qui lancent des choses. Donc moi je trouve que c'est pas mal. Il y a des collectifs qui réfléchissent. Là j'ai vu dans le pays de Saint-Malo, des citoyens s'emparent des grands enjeux autour de l'eau, de la gouvernance de l'eau. Ça c'est le conseil de développement du pays de Saint-Malo, qui veut se saisir de la question, ramener le débat de l'eau au sein d'un collectif citoyen. Donc ça je trouve ça aussi... bien, quoi, même si il faut voilà, mais s'investir là-dedans, je trouve que c'est super. Il y a la Fabrique écologique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une espèce de think tank national qui réfléchit donc justement à des ruptures à des transitions écologiques, voilà, qui a sorti une note sur le refonder la politique de l'eau pour une approche écologique de la gouvernance de l'eau. C'est sur leur site, vous pouvez réagir à ça, vous pouvez vous imprégner des éléments de la réflexion. Donc je trouve que c'est super. Juste, c'est pour la gouvernance de l'eau, je ne vais pas entrer dans ce détail, mais ça avait été pointé par la Cour des comptes comme quelque chose de pas forcément très simple et très lisible. Vous voyez le schéma. Bon, il y a des strates, l'État intervient, le département intervient, les agences de l'eau interviennent, les clés, les sages, les SDAGE, etc. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tous ces gens-là, ils vous amènent de l'eau au robinet, mais ils vous coupent de la problématique de l'eau, en fait, d'où elle vient. Si je vous demandais d'où vient l'eau de votre robinet, je ne suis pas sûr que vous pourriez, je ne vais pas vous poser la question, mais je ne suis pas sûr que vous serez tous capables de me répondre d'où vient l'eau de votre robinet. Donc la question de refonder la gouvernance, c'est une vraie question. En la simplifiant et en la rendant proche du citoyen, je mets un point d'interrogation, parce que ma question à moi, c'est est-ce qu'on peut localement réunir des citoyens qui ont des intérêts très divergents pour arriver à collectivement gérer une ressource comme la ressource en eau. Voilà, je pense qu'il faut mettre un point d'interrogation. Et comment on fait ça? Pour moi, c'est absolument pas trivial. Et comment le citoyen se réapproprie? Est-ce qu'il a envie de se réapproprier les décisions autour de l'eau? J'en suis même pas sûr, moi. Quand vous interrogez les gens, ils veulent de l'eau au robinet, mais est-ce qu'ils veulent s'investir dans comment l'eau arrive dans mon robinet? Comment c'est décidé? Est-ce que moi, je veux participer au processus de décision? Je ne suis pas sûr du tout de ça. Donc, c'est peut-être des visions un peu bisounours. Bon, je vous passe les 3 grandes propositions de la Fabrique écologique, parce que pour moi, protéger l'eau verte, en gros, l'eau verte, c'est l'eau du sol. Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'on ne peut pas gérer la question de l'eau sans gérer, en gros, la question de l'agriculture. Ou la question de l'énergie pour ce qui est de nos centrales nucléaires. Donc, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, tout est imbriqué. D'accord? Mais ce n'est pas évident. Je pense que le citoyen, il se comprenne bien de quoi on parle. C'est comme la théorie de la relativité d'Einstein. Et qu'il ait envie de se plonger dans cette problématique-là pour être un acteur citoyen décideur. Je termine. Il me reste 2 diapos. Voilà, il voudrait aussi, il propose puisque l'État intervient beaucoup en dernier recours, quand vous avez des arrêtés d'interdiction, etc., des zones sécheresse, tout ça, c'est l'État qui intervient. Ce n'est pas les maires, ce n'est pas les trucs locaux, c'est l'État, le préfet qui finit par intervenir. Donc il voudrait effectivement une décentralisation de la gestion de l'eau et notamment du partage entre usages. Voilà, bon, ça à nouveau, moi je mettrais un point d'interrogation sur la faisabilité de cette affaire-là. On fait comment? On fait des parlements locaux de l'eau avec qui? Qui veut s'investir? Est-ce que on est vraiment sûr que ça rapproche le citoyen de la question de l'eau? Je ne sais pas. Donc voilà. Donc
je termine par une chose très importante, à mon avis, qu'il faut avoir en tête. Moi, c'est des choses qui m'intéressent dans ce qui freine l'action. Hein. C'est que là, je vous ai montré des données scientifiques sur le problème de l'eau, le problème du climat. Je vous ai montré des chiffres, je vous ai montré des diagrammes, je vous ai montré des choses comme ça. J'ai fait appel à votre raison. Hein. Okay, je n'ai pas fait du tout appel à votre sensibilité. Hein. D'accord ? Donc, il y a des gens qui travaillent sur ces questions de l'eau, mais c'est vrai aussi sur les questions environnementales au sens large. Je constate que c'est des anglo-saxons. Hein, je constate qu'en France, tout ce qui concerne les déterminants psychosociaux de nos motivations, etc., on met un peu ça, on balaye ça d'un revers de main. Ça, c'est nos ingénieurs, tu sais, c'est des grands corps de l'État, etc. Et donc, la rationalité domine la France, quand même. Hein. Ce qui n'est pas le cas des pays anglo-saxons, notamment nord-américains, canadiens, etc., qui sont beaucoup plus imprégnés de ces questions que nous. Hein. Et donc, il y a des gens qui ont travaillé et ils ont vu que bon, c'est complexe et multifactoriel, et que souvent les approches suivies pour résoudre les problèmes de l'eau parient sur la collecte et l'utilisation d'informations techniques et scientifiques supplémentaires. C'est-à-dire on fait appel à votre raison, à votre bon sens. D'accord ? Et quand on fait ça, c'est ces recherches-là qui le disent. Voilà, on remet à remettre en question ça parce qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus complexe et de plus fondamental pour la condition humaine qui est en jeu et qui n'est pas pris en compte. D'accord ? Et c'est quoi ? C'est le fait que les émotions influencent fortement notre pensée. Hein. Et bien souvent de manière inconsciente, ce qui rend la problématique complexe, et que ces émotions doivent être intégrées dans la manière d'aborder la question relative à l'eau. En d'autres termes, tout ce que je viens de dire, certains d'entre vous peuvent dire « Oh là là, mais c'est la catastrophe ce qu'ils nous racontent. Oh là là, mais moi je ne veux pas de ça ce soir, je regarde un film, je vais regarder un De Funès à la télé, il m'emmerde, etc. » Puis voilà, donc c'est le déni. Hein. Ça peut être parce que vous avez la peur qui apparaît. Hein, vous pouvez au contraire avoir la colère qui surgit et vous passez dans le militantisme, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce qu'il faut maintenant, et je pense que c'est un gros point d'interrogation, c'est effectivement de prendre notre complexité humaine face à ces questionnements-là. Et comme elle n'est pas prise en compte, c'est un peu complexe. Je ne m'étends pas là-dessus, on pourra en reparler si vous voulez. Je conclus. Bon, j'ai montré réchauffement du climat, augmentation de la population, les stress, je ne reviens pas là-dessus. La Bretagne, vulnérabilité spécifique liée granit, schiste, pas d'eau en surface, pas beaucoup de pluie dans l'Est, accroissement de la population. Bon, ça nous rend particulièrement sensibles à des stress climatiques sur l'eau. Hein. Voilà. Bon, les acteurs économiques, politiques, citoyens, pour moi, et je l'ai pratiqué, je vous le dis, ils sont sensibilisés. Ils savent qu'il y a un problème. Voilà. Par contre, face à l'ampleur des risques, c'est un peu la tétanie. Vous voyez, il y a des réactions émotionnelles qui sont... Alors les agriculteurs, si vous allez les voir en disant vous consommez trop d'eau, le mec, c'est comme si vous niez, vous le niez en tant que personne. Hein. Vous dites son boulot, mais tu bosses comme un sagouin, etc. Si quelqu'un vient me dire ça à moi, effectivement, je ne vais pas forcément entendre ce qu'il me dit. Parce que je vais répondre émotionnellement. Mon premier niveau de réponse, ça va être ça. D'accord ? Donc, il y a vraiment quelque chose à comprendre et à intégrer dans cette question. Ça suffit d'amener des données, quoi. Toutes les données, elles sont sur la table. On voit bien que ce n'est pas plus de données qui va nous faire bouger. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a la question des inégalités qui aussi renvoie à une question relativement émotionnelle quelque part quand même. De colère, etc. On va trouver des choses qui sont de l'ordre de la colère, voilà, et pas du tout de l'ordre de la rationalité. Donc je pense qu'il y a un gros problème à ce niveau-là. Voilà, l'engagement citoyen est attendu pour refonder la gouvernance de l'eau afin d'en garantir le statut de bien commun et de créer la modalité. J'ai oublié, là je mettrai 20 points d'interrogation derrière. Est-ce que c'est vrai, ça ? Que vous êtes candidat à vous ressaisir de la gestion de l'eau au plan local, etc., de vous investir dans cette problématique, on va en débattre. OK ? Donc voilà, j'ai fini. Ah oui, quand même, je rappelle, ne pas oublier que l'élévation de température, c'est l'ennemi numéro 1 de l'eau, hein, et que la question climatique, comme priorité, comme pour la biodiversité, comme pour d'autres enjeux, ça reste quand même le combat numéro 1, hein, le combat de l'énergie et notre surconsommation d'énergie, notamment de gaz à effet de serre.
Et voilà, je termine. Voilà. Bon, j'ai un peu décalé mes 35 minutes, mais j'espère qu'il y a assez de temps pour débattre et que je vous ai suscité chez vous des... Enfin, je sais pas, hein, parce que de l'émotion. Voilà. Tu allumes un peu les lumières, peut-être? Bon, ben, je suis donc Laurent Labéry, je suis ancien chercheur au CNRS et en retraite depuis pas mal d'années et prof associé à l'Université de Bretagne Sud. Moi, j'ai commencé ma thèse sur le problème du changement climatique, de l'eau sur Terre et ailleurs, plutôt sur Terre, en 70. Donc, à l'époque, on commençait tout juste à parler du climat. Et en fait, j'ai fait toute ma carrière autour du climat. Pour ceux qui étaient là l'an dernier, j'ai fait une présentation comme celle d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je n'ai pas causé, bien que je suis très bavard. Par contre, je trouve que le sujet que tu as abordé est fondamental. Il y a des tas d'aspects qu'on n'a pas évoqués. On aurait pu parler de la santé, parce que localement, le manque d'eau est un problème, le travail sur la chaleur est un problème, mais la santé des animaux, on parle des agriculteurs, si on leur dit il n'y a plus assez de nourriture pour leurs vaches ou il n'y a plus assez d'eau pour qu'elles boivent, ben, qu'est-ce qui devient? Donc le problème de la santé, et puis on parle de la santé environnementale, tout ce qui est santé est un des problèmes fondamentaux derrière l'eau, c'est indispensable. Donc le problème de fond, c'est, OK, ça fait maintenant 50 ans qu'on sait tout, que les scientifiques savent tout, que les politiques, ils ne demandent pas mieux que de faire des choses du moment que ça ne coûte pas cher et qu'on résout nos petits problèmes. Les industriels, par contre, ils ont investi tellement dans les systèmes qui marchent maintenant qu'ils n'ont aucune envie de les voir changer trop vite. Donc on arrive à des problèmes sociaux au niveau économique et autres, au niveau local, national, international. Comment on avance? Comment on avance? Parce qu'on sait que de toute façon, au niveau des populations, si on ne bouge pas, on va souffrir. Et on sait que nos jeunes, il y a plein de jeunes ici, et c'est vachement bien, parce que les jeunes, il faut qu'ils disent, nous, on a le droit à l'éducation, mais on a aussi le droit à une vie heureuse quand on sera adulte. Et cette vie heureuse, c'est à nous, les générations moyennes et vieilles, de se bagarrer pour que les jeunes aient leur place. Donc, comment on va faire pour que nos jeunes aient une place heureuse plus tard? Donc, au niveau de la discussion, peut-être. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui... je trouve qu'on peut partir, si vous ne savez pas comment partir, on peut peut-être partir de la question pratico-pratique qu'a posée Gérard. C'est OK, on a les élections dans 6 mois au niveau des communes. Notre commune, en fait, l'eau, ici, essentiellement, elle vient quand même, je pense, beaucoup de la Vilaine, comme on doit récupérer aussi de l'eau de la Vilaine. Et puis, ces eaux, elles sont pompées aussi ailleurs. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde d'ici quelques dizaines d'années. En été, en hiver, on en aura, mais en été, on n'en aura pas assez. Donc, comment on fera? Est-ce qu'on continue à se faire... nous, sur la côte, on a toute la côte, maintenant, il n'y a plus une seule zone humide, il n'y a plus une seule mare. Moi, je suis presque île de Ruisse, il n'y a plus que des piscines. Et les oiseaux crèvent de soif, mais les gens, ils ne peuvent pas boire l'eau des piscines. Donc, là aussi, on a des problèmes. OK, on y va. Il y avait déjà une main qui s'est levée. Oui, bonsoir. Merci pour la présentation. Dominique Dubreuil. Je suis paysan bio sur Ploërmel, donc pas loin d'ici. Accessoirement le cousin de Vincent Dubreuil, que vous connaissez. Et président du GAP 56, donc le groupement des agriculteurs bio du Morbihan. Moi, souvent, quand on parle de l'eau, je dis il y a 2 mauvaises nouvelles. Donc, on en a évoqué une ce soir, c'est la gestion quantitative de l'eau. C'est de dire effectivement que le changement climatique, on va avoir un problème de quantité. En Bretagne, on a un autre pan qu'on n'a pas évoqué, c'est la gestion qualitative. C'est qu'aujourd'hui, s'ajoute à ce problème de raréfaction de la ressource une dégradation de la ressource, c'est-à-dire une pollution de la ressource, les résidus de pesticides, les effluents d'élevage.
les résidus de tout ce qu'on met, tout ce qu'on laisse traîner derrière nous dans nos maisons, etc., dans nos industries, et qui fait qu'aujourd'hui on ferme massivement des captages d'eau en Bretagne et que ça vient encore aggraver le problème de la ressource. Donc ça, c'est les deux mauvaises nouvelles. Mais je dis souvent, par rapport à ça, on peut se dire, on arrête tout, puis on n'a plus qu'à se linguer, quoi. Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions par rapport à tout ça. Et que ces solutions, on n'a même pas besoin d'essayer d'inventer de l'intelligence artificielle pour les inventer, elles existent déjà. Sauf qu'aujourd'hui, il manque la volonté politique de les mettre en œuvre. Alors les solutions, c'est quoi ? Et je vais mentionner quelque chose qui se passe ici à Augan, à 50 mètres d'ici. En fait, ce qui se passe au niveau de notre carafe d'eau sur la table, on peut sauver, et demain, on peut encore avoir une carafe d'eau avec de l'eau saine si dans notre assiette, on commence à changer ce qu'on met dans notre assiette. C'est le premier levier pour moi. Je m'explique. Quand on mange des produits industriels, etc., on dégrade, on pompe beaucoup d'eau et on dégrade la qualité de l'eau. Quand on change ses habitudes alimentaires, quand on commence à manger bio, quand on commence à manger local, quand on respecte les saisons, quand on rééquilibre son régime alimentaire en consommant moins de viande, qu'est-ce qu'on fait ? On encourage une agriculture qui utilise moins d'eau, qui préserve davantage l'eau dans le sol, la matière organique, etc. Et on préserve aussi la qualité de l'eau. Et ça, cette démarche-là de consommer bio, local, de saison, de cuisiner soi-même, effectivement, ça a un gros impact. C'est 37% de moins de CO2 issu de mon alimentation quand je fais ça. Et tout ça, c'est un cercle vertueux qu'on peut remettre en place. Et ici, par exemple, au niveau de la commune, moi, je suis content que ça se passe à Augan parce que à la rentrée, là, la cantine, elle a choisi de revenir à du cuisiner maison avec des produits bio, locaux, de saison, en remettant tout ça dans un cercle vertueux. Et donc tout ça, petit à petit, si on se met tous dans cette dynamique-là, effectivement, on sort de l'abattement, on sort du coup de massue sur la tête, et on enclenche tous ensemble une dynamique positive pour sortir de ce gros merdier dans lequel on s'est tous mis depuis des années. Donc moi, je tenais à vraiment applaudir cette initiative-là, cette cantine, parce que c'est ce chemin-là qu'il faut qu'on retrouve. Et ça veut dire que moi, en tant que citoyen, au municipal, ce que je veux mettre sur la table, c'est cette question de notre alimentation dans la Restoco, mais aussi dans nos foyers les uns et les autres. Comment on fait dans nos campagnes pour remettre de la vie dans nos assiettes, dans nos campagnes, et faire en sorte que demain, on arrête de fermer des captages d'eau en Bretagne. Donc voilà un petit peu, moi, en tant que militant, comment j'arrive à transformer toutes ces mauvaises nouvelles en énergie positive. Voilà, c'est une petite contribution, mais si déjà on commence tous par ça, je pense qu'on peut avancer. Merci. Il y a une demande de plus près, là. Sylvain de Parpon, du coup je te rejoins aussi par rapport à ça. Donc moi je travaille dans le compostage et dans le tri à la source des biodéchets. Et donc il y a aussi quelque chose qui existe, c'est l'urine et le caca pour nourrir les sols. Donc il existe les toilettes à séparation. Aujourd'hui on dépense autant d'énergie à retraiter l'eau des toilettes qu'à fabriquer des engrais. Donc ça, c'est une première chose. Après, donc, pour le caca, il y a d'autres solutions encore. Hein. Il y a les toilettes sèches, effectivement. Sauf qu'on va devoir raser des forêts peut-être pour pouvoir, du coup, pour tout le monde. Mais il y a des solutions aussi là-dessus. Après, je rejoins aussi sur le fait que pour sortir du constat, il faut être bien informé. Donc c'est vrai qu'il y a toute l'histoire du cycle de l'eau qui a été accélérée, mais il y a les sols qui sont importants. Et aujourd'hui, on est sur des cas de figure, en fait, il y a des conflits d'intérêts. C'est-à-dire qu'on a besoin de fenêtres pour fabriquer des habitations qui sont faibles en énergie. Et d'un autre côté, on va artificialiser les sols pour fabriquer ces fenêtres. Donc ça, c'est toutes des questions. Il faut aller voir au niveau des PLU sur vos communes, sur les décisions qui sont prises. Alors, ce n'est pas toujours évident, mais il y a pas mal de choses. Je pense que les élus aussi sont peut-être en demande que les gens s'investissent sur les PLU. Il y a des réunions publiques, on n'est pas toujours très bien informé là-dessus, mais c'est aussi une première démarche d'aller voir ce qui se passe au niveau des mairies. Merci, merci beaucoup pour la présentation. J'étais très content d'entendre le mot zone humide dans votre bouche, parce que je pense que c'est un élément qui est important. Je comprends que dans un format très condensé, on ne peut pas parler de tout.
Mais effectivement, là, on est en Bretagne et on a vu que la problématique, elle existait avec des sols qui étaient très riches en granit et en schiste, donc qui rendaient imperméables, et donc on dépendait de la ressource en surface. Et c'est vrai que c'est un concept qu'il est bon de rappeler régulièrement, je pense, la nécessité de préserver nos zones humides. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, le concept de zone humide, mais pour schématiser, c'est vraiment pour schématiser, lorsque dans un bout de terrain, vous voyez un endroit qui est plus humide que le reste et plus rapidement que d'habitude, et qui devient un peu gadoueux plus rapidement que les autres, mais en fait c'est une richesse. C'est une richesse d'un point de vue biodiversité, parce que ça abrite des espèces, que ce soit des insectes ou des plus petites espèces qui sont assez rares et qui ont besoin de cet habitat-là. Mais aussi ce qu'on oublie souvent, ce qu'il est bon de rappeler, c'est que sur nos terres à nous, c'est hyper important de préserver ces zones humides, parce qu'elles agissent comme des éponges, c'est l'image qu'on donne. C'est-à-dire qu'elles se gorgent d'eau, elles créent des petits réservoirs très localisés lorsqu'il y a suffisamment d'eau, et elles redonnent cette eau-là aux cours d'eau ou aux milieux qui en ont besoin en période d'étiage. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on l'a vu, il y a le côté très important et qui nous dépasse du réchauffement climatique et des actions qui devraient être mises en œuvre sur des échelles qui nous dépassent nous-mêmes. Donc là, à part le recours politique, c'est un peu difficile de faire nous-mêmes notre propre action. Mais si on parle des petites actions qui sont au quotidien, et ben là, je rebondis sur ce que vient de dire mon collègue jusqu'à présent. Ces zones humides, vous êtes peut-être agriculteur, vous avez peut-être des terres, vous êtes peut-être propriétaire terrien et vous vous posez la question de quoi faire de ces terres. Vous êtes simplement citoyen, vous allez voir dans les PLU ou dans les permis d'aménager ce qui se passe, ou vous êtes randonneur également et vous voyez dans quel état peuvent être des zones qui sont des zones humides. Ça, c'est vraiment un outil de notre territoire, une richesse qui, en Bretagne, avec toutes les difficultés qu'on peut avoir malgré les appréciations qu'on pourrait croire au niveau de la ressource en eau, sont une réelle richesse. Voilà. Et si c'est pour rebondir aussi sur ce que disait M. Dubreuil, on a abordé surtout l'aspect quantitatif, un peu moins l'aspect qualitatif. Pour répondre à votre question, je pense qu'ici, dans cette région, l'eau, elle vient surtout du captage du Lac-au-Duc à Plohermel, combiné à un autre captage qui s'appelle la Herbinet. La ressource est plutôt bonne en termes de quantité. En qualité, ça se discute, comme n'importe quel captage. Et c'est là où, dans un bassin versant comme celui du Lac-au-Duc, qui est très très riche en exploitation agricole, et c'est très bien d'un point de vue économique et savoir-faire, la question du recours à des usages intensifs ou non des pesticides et donc aux activités agricoles, elle se pose aussi. Donc sur cet aspect-là, j'ai essayé de faire le lien entre les deux personnes qui ont pris la parole précédemment. Et merci de votre intervention. Pour ceux les zones humides qui ont envie de savoir un peu où il y en a, même quand elles sont un peu sèches, quand on se balade, souvent on y trouve des orchidées. Et l'orchis ordinaire, c'est intéressant de savoir qu'on a des orchidées dans la campagne bretonne, justement dans les endroits où il y a un peu plus d'humidité dans le sol. On n'a pas forcément des sols pour lesquels il faut beaucoup d'eau. Bonjour, merci pour cette présentation. Je pense que c'est très important d'avoir des éléments de grandeur et de ressasser en fait ces éléments-là pour pouvoir se les approprier et aussi les expliquer. C'est important de lire, de relire et pour pouvoir bien comprendre, pour pouvoir l'expliquer autour de nous. Je m'appelle Jean-Marie, je travaille dans les énergies renouvelables. On vient de parler de zones humides. C'est un sujet qui est très important quand on fait n'importe quel projet d'aménagement. Et si je prends la parole, c'est pour apporter une petite nuance, pour expliquer que en fait, donc les zones humides, effectivement, elles sont ciblées, elles sont identifiées sur des territoires, pas toutes, hein, la plupart. Elles sont encadrées par des documents d'aménagement qui s'appellent notamment le SDAGE et le SAGE au niveau local. C'est le SAGE. En gros, est un document qui réglemente en fait l'usage de l'eau et notamment aussi la réglementation sur les zones humides au niveau du bassin versant. Aujourd'hui, ces SAGE-là, ils sont réglementés par des commissions qu'on appelle des commissions locales de l'eau qui rassemblent des élus, des associations. Donc, si vous souhaitez vous investir d'ailleurs sur ces sujets-là, il y a déjà des organismes qui sont investis dedans. J'aimerais juste attirer l'attention. Le message que je souhaite porter, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ces sujets-là, ils mènent en fait à des conflits d'usage sur lesquels, en fait, il faut garder en tête d'avoir des nuances. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que tout est blanc, tout est noir. On ne peut pas dire, par exemple,
interdisons tout aménagement sur zone humide. Dès le moment où on fait ça, en fait, on vient en fait à empêcher l'aménagement des territoires. Vous pouvez demander à votre maire, il vous dira toujours qu'en fait, il faut savoir prendre des décisions et qu'on a beau avoir des convictions, il faut toujours aussi trouver des nuances et des compromis. Un exemple sur notamment le SAGE Vilaine, qui est en révision actuellement et qui est en consultation d'ailleurs. Si vous souhaitez vous renseigner, il sera à l'automne en consultation publique. C'est le document qui gère en gros quasiment 15 000 km² en gros de l'Ille-et-Vilaine jusqu'au Maine-et-Loire. Donc peut-être certains d'entre vous sont concernés. Il prévoit dans sa révision tout simplement d'interdire tout impact sur zone humide à partir du 1er mètre carré. Ça part d'un sentiment, je pense, louable et d'une très bonne intention, mais ça en fait perturbe en fait tout l'aménagement sur le territoire au niveau de ces zones, sachant que au niveau de Bretagne et ces territoires-là, je pense notamment aussi à la zone entre Vannes et Nantes, on est sur des zones en fait qui sont très humides. Et aujourd'hui, l'identification de zones humides, elle se fait sous 2 critères. Bon, après, j'arrête. Mais de manière pédologique, en gros, le type de sol, et floristique, en fonction de ce qui pousse. Donc les orchidées, mais ça peut être aussi des joncs. Vous voyez, des fois, ce qui pousse sur les zones humides, c'est de manière différente. Et donc, dès le moment où on a un des 2 critères qui est identifié, eh ben, on est sur zone humide. Et aujourd'hui, tout simplement, pour parler des énergies renouvelables, en fait, ça va contraindre énormément de projets. Et on se retrouve sur des situations, en fait, sur des projets qu'on ne peut plus construire juste parce qu'en fait, on vient impacter 1 mètre carré de zone humide. Donc, il y a des solutions qui existent. Pour tout projet d'énergie renouvelable, on mène des études d'impact, on regarde les impacts sur les zones humides. Mais ce que je voulais porter là, en prenant la parole, c'était juste de dire, essayons aussi d'avoir une vision nuancée. Et je pense qu'il faut être militant, il faut défendre des messages, mais il faut aussi savoir faire la part des choses et savoir faire des choix entre l'activité économique, justement le développement écologique des territoires et le reste. Voilà. Je vais me permettre juste de faire une petite remarque. Je trouve que votre intervention est très importante parce qu'il y a un truc dont on n'a pas assez parlé, c'est c'est la dynamique en fonction du temps. Et le fait de faire un petit pied devant ou un petit pied derrière, si reculer sur les zones humides, c'est se retrouver dans un trou, c'est pas une solution. C'est-à-dire qu'il faut aussi toujours... Actuellement, le problème de fond, effectivement, localement, c'est vraiment le problème de ce qu'on appelle le développement. Chez les écolos, pendant longtemps, il y a eu discussion, est-ce qu'il faut arriver à freiner le développement et au contraire passer en régression, parce que ça serait mieux pour tout le monde. Personnellement, je n'en suis pas persuadé, parce que en particulier, les inégalités sociales, c'est ceux qui payent le plus, c'est toujours ceux qui sont le moins favorisés. Mais par contre, c'est vrai qu'à chaque fois, il faut discuter. Ça serait bien, ça permettrait d'amener un peu de travail, ça permettrait de faire tel aménagement qui augmenterait telle qualité de vie ou autre. Mais OK, on fait ça, mais est-ce qu'on aura du coup une raison de refuser quelque chose d'autre qui sera plus grand, puis quelque chose d'autre qui sera encore plus grand? Donc, quelque part, il faut penser à long terme. Et personnellement, je trouve qu'on ne pense pas assez à long terme. Et dans nos domaines, moi, je sais que je suis impliqué là sur les réflexions sur les plans d'aménagement à long terme à Saint-Malo, et pour lequel on regarde, on va se faire un schéma 2050-2100, mais c'est 2030, 2040 qu'il faut voir aussi. Et donc, il faut vraiment savoir ça. Et là-dessus, moi, je fais un appel chez les jeunes, c'est vraiment investissez-vous. Il faut vraiment que dans toutes les petites municipalités du coin, les jeunes participent aux réunions électorales, se documentent sur pourquoi on prend telle décision plutôt que telle autre, éventuellement rentrent dans des listes, etc. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'impliquer dans sa société pour avancer. Question. Oui, bonjour, moi j'ai une question. Mathilde, je suis psychosociologue et j'ai trouvé très intéressant la question de la rationalité et des émotions. On sait aujourd'hui, il y a beaucoup de méta-analyses qui montrent qu'un des leviers qui permettent aux gens justement de s'impliquer dans des actions pour limiter l'éco-anxiété, etc., et vraiment la capacité à se sentir soutenu socialement. Ça va être un des premiers leviers qui va permettre aux gens de se mettre en action. Donc j'avais 2 questions. La première, c'est est-ce que vous avez des exemples ou des supports, des médias qui relaient des exemples, par exemple, de Parlement de l'eau, dont vous parliez, c'est-à-dire comment on peut voir des
des collectifs citoyens qui ont réussi à s'assembler et à mettre en place ou à faire bouger des lignes d'un point de vue local et sur l'aménagement du territoire, etc. Et la deuxième question serait, ce serait quoi le premier petit pas que vous conseilleriez aujourd'hui à tous les citoyens et les citoyennes qui sont dans cette salle, justement pour se dire, OK, si j'ai quelque chose de très facile à faire, pour essayer, pas simplement à un point de vue individuel, mais à un point de vue collectif, ici, de mettre en place quelque chose, en sortant de cette journée. Bon, c'est difficile de... On m'entend là, oui. Par rapport à la première question sur des expériences positives, bon, j'ai lu des choses là. Bon, j'ai pas une mémoire forcément très affûtée sur ces questions-là, mais je sais qu'il y a des exemples. Mais je sais aussi que j'ai lu un article hier sur la comparaison entre des exemples qui étaient en France. Je crois que c'était dans l'est de la France, ou dans le nord, voilà, et ils comparaient avec des exemples au Maroc et en Tunisie. Ils faisaient une comparaison entre pays développés et pays comment on les qualifier, je ne sais pas, moi, en recherche de développement. Voilà. Et sur ces questions d'appropriation des enjeux de l'eau et de gestion collective locale, voilà. Et il y avait beaucoup de points d'interrogation qui étaient mis c'est pour ça que je les mettais tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a une vision, effectivement, moi je l'ai aussi, cette vision, comme quoi si on met tous les gens autour de la table, on va arriver à un constat partagé, c'est ce qu'on essaye de faire ce soir, et des consensus après pour agir, en se projetant à des échéances de temps que tu décris, c'est-à-dire en se disant collectivement, comment on se définit un horizon collectif, on sort de l'instant présent, on se dit en 2030, 40, voilà, on aura tel et tel problème, comment on va résoudre notre question du partage de l'eau, etc. Il paraît que quand on fait ça, on se décolle des conflits actuels où c'est un peu compliqué. Mais même dans cette démarche-là, bon, il y a aussi des mises en question sur la capacité et le dire de certains acteurs qui sont, par leur pratique, savent qu'ils sont, si vous voulez, très impactants. Bon, il y a d'autres auteurs qui disent, mais quel intérêt ces acteurs-là ils vont avoir à venir dans des espèces de situations de concertation, puisqu'ils seront forcément mis en question sur leurs pratiques et sur leur développement, leurs usages, etc. Donc, je n'ai pas de réponse à vous donner, mais je pourrais éventuellement vous donner. Et il y a des choses très intéressantes. Et je reprends une parenthèse parce que moi, ça me questionne beaucoup aussi. Dans la région de Redon, il y a ce qu'on appelle des services autonomes de l'eau, c'est-à-dire des villages dans lesquels des habitants sont restés connectés à une source et la gèrent ensemble collectivement via une association. Il y a eu une thèse là-dessus. Il y en a dans le Morvan. Il y en a aussi, je crois, dans le Finistère. Donc, c'est des petits collectifs de villages où, effectivement, il y a une gestion proximale de la ressource. Ce qui est intéressant, c'est que l'agriculteur qui met des pesticides, il est aussi dans le collectif parce que l'eau, finalement, elle est distribuée localement. Donc, ça change les postures, ça change effectivement tout ça. Mais, et c'est intéressant aussi parce que ça limite le développement, la construction, puisque ces sources, elles sont limitées. Donc, c'est utilisé dans les PLU, etc., comme un facteur limitant de croissance de la population du truc. Ça peut paraître vachement vertueux sous cet angle-là. Sauf que les associations sont tenues par des gens âgés. Les jeunes qui arrivent, ils ne veulent pas s'investir dans le processus associatif. La question du risque sanitaire, parce qu'effectivement, comme c'est des petits trucs de production, il n'y a pas beaucoup de moyens. Effectivement, l'ARS tombe sur ces dispositifs-là. Et donc, les associations, le président de l'association a dit « Mais moi, je ne veux pas prendre la responsabilité d'une contamination généralisée de ma population. » Donc, on est en train de voir, effectivement, que ces systèmes-là, qui pourraient paraître vertueux par rapport à ce qu'on discute là, parce qu'ils créent des parlements de l'eau locaux dans lesquels les acteurs discutaient, ils sont confrontés à notre technicité, vous voyez, à notre désir de zéro risque aussi, quelque part. Et qui fait qu'on est pris par notre propre piège nous-mêmes. C'est pour ça que je mets 25 points d'interrogation. Par rapport à votre... mais par contre, on pourra revoir par la suite, je pourrais éventuellement, si ça vous intéresse, vous envoyer ce que j'ai lu sur ces sujets-là. Par rapport à ce qu'on peut faire nous-mêmes, moi je dirais prendre conscience de soi, de comment on réagit. Voilà. Je ne dirais pas faire un travail sur vous, mais pas loin. De comprendre vos motivations, ce qui vous motive, et qu'on ait tous, à notre niveau,
confrontés à des conflits internes. C'est vrai que moi, je suis pour le bio, c'est vrai que ce qui a été dit, je souscris à 100%, mais c'est vrai aussi qu'on a pris des usages, dans les villes notamment, hein, mais pas que, de facilité, hein, parce que cuisiner, ça prend du temps, c'est souvent les femmes qui faisaient la cuisine, etc., etc., et qu'on est à la fois, on est en nous-mêmes, on a ces conflits, hein, entre un désir de faire ce que vous dites et plein de freins qui sont en nous, hein. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir honte ni peur de ces conflits. C'est normal qu'on ait ça. Donc si on pouvait avoir des endroits où on parle de ces conflits et on se dit qu'on est tous des humains confrontés au même conflit de bordel, ben moi je dirais ça serait un super progrès. Donc voilà. Donc une soirée comme aujourd'hui, là, ça nous permet de parler de ça, je trouve. Mais sachez que moi, je ne suis pas quelqu'un de... J'ai plein de conflits en moi. Je ne suis pas nickel sur mes comportements vis-à-vis du climat et de l'eau. Hein, loin s'en faut. Et voilà, j'essaye de comprendre ça et de me dire, bah, c'est normal, je suis un humain, d'accord? Donc, si on pouvait tous descendre, c'est pour ça que l'humilité me paraît quand même quelque chose d'important, hein. On est descendre d'un cran et puis se parler, j'ai envie de dire ça, se taper dans le dos, boire un coup ensemble, se prendre dans les bras les uns des autres. Je pense que localement, c'est ce que je conseille. Si je parle un petit peu dans ma expérience d'élu là, en Presqu'île de Ruisse, j'étais dans le comité de l'eau local et il y avait même un petit syndicat de l'eau éphémère là, à Sarzeau. Et en fait, parce que le problème, c'est que la Presqu'île de Ruisse, en été, on n'a pas d'eau du tout pour donner à boire aux touristes. On parle toujours de problème des agriculteurs, mais l'économie de la Presqu'île de Ruisse dépend du tourisme. Les touristes, ils ont soif, ils veulent de l'eau pour leur piscine. Donc l'eau, Vannes a un forage, mais en été, ils en ont besoin de l'eau, donc ils ne veulent plus la vendre. Donc on va chercher de l'eau sur la Vilaine, qui est quand même assez loin. Mais la Vilaine, maintenant, Rennes en veut de plus en plus de l'eau parce qu'ils n'en ont pas assez. Donc actuellement, on se pose le problème de comment on va continuer à boire de l'eau en Presqu'île de Ruisse. Est-ce qu'il va falloir faire une usine de désalinisation? Heureusement, en Bretagne, on ne veut pas trop installer les nouveaux EPR, la nucléaire, parce que là, ça demande énormément d'eau pour le refroidissement. Et donc là, il y aurait des problèmes. Mais concrètement, ce problème de l'eau, c'est un problème vraiment de quelle vie on choisit localement, quel type de développement et tout. C'est pour ça qu'il faut vraiment, effectivement, ce que tu as dit, il faut s'investir localement, il faut discuter entre nous, il faut se dire quel choix on veut faire chez soi, autour de soi, par rapport à la vie qu'on veut avoir, à la vie qu'on veut donner à ses enfants. J'aimerais intervenir. Donc, je suis paysan, bon, ici tout le monde me connaît, je suis de Dogan. Il y a une chose qui m'exacerbe un petit peu, parce qu'on peut avoir des discussions effectivement très intéressantes et se dire, effectivement, on est tous à côté de la plaque à un moment donné ou à un autre, vis-à-vis de nous-mêmes, mais il y a quand même un phénomène qui se passe, et là on reste les bras croisés, c'est sur l'accroissement des hectares au niveau des exploitations. Parce que là, c'est vraiment l'industriel qui arrive. Et il arrive, c'est pas d'aujourd'hui. Et on n'a rien fait pour stopper ça. L'industriel qui en a rien à foutre, hein, des talus, des trucs. La première chose qu'il fait, il prend une pelleteuse, hein, pour drainer le terrain qui était humide. Hein, et il arrache tous les arbres, enfin, bref. Quand on connaît, on parle de zone humide, quand on connaît l'importance de l'arbre, l'arbre, c'est une véritable hydrolienne, hein, par rapport à l'humidification, par rapport, effectivement, sous l'arbre, c'est sec. Mais à côté, hein, il fait bon. On gagne 4-5 degrés quand même, en moins. Donc quand on regarde toute cette politique, qui est quand même poussée à outrance par nos politiques en haut lieu, et par toutes les politiques, à part peut-être les écolos, j'en sais rien. Mais, et quand on regarde tous les flux financiers qui viennent abonder ce truc, actuellement, vous n'avez pas besoin d'aller à la banque, hein, si vous voulez vous installer. Il y a des fonds de pension qui cherchent des jeunes pour s'installer. Imaginez ce qu'il y a derrière, la stratégie qu'il y a derrière. Une fois qu'on a un bout de terrain, hein, on peut faire ce qu'on veut, parce qu'il n'y a pas de politique très correcte. Vous avez votre petite exploitation à côté, on va faire un forage à 500 mètres, on vous prend toute l'eau, et vous, à côté, vous n'aurez plus rien, quoi. Et voilà le constat que moi, j'en fais. Et je trouve que
c'est catastrophique et c'est à nos politiques, parce que moi je veux bien, et j'ai des convictions. Hein, les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai planté des kilomètres de haies, parce que moi l'arbre c'est ma passion, mais quand je regarde tout autour ce qu'on en fait, et quand on dit qu'on replante des haies, les gars ils sont contents parce qu'ils ont planté, ils ont planté 100 mètres. C'est la déforestation la plus complète. Quand on regarde au niveau national, c'est véritablement une catastrophe. Quand on regarde l'Alsace, quand on regarde la Beauce, quand on regarde ces trucs-là, mais c'est des coins où vous avez nullement envie de vous arrêter. Et le taux d'humus est arrivé à un stade, mais la terre, il n'y a plus d'humus, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Et comment voulez-vous que cette terre-là retienne l'eau, la moindre pluviométrie? Dans le nord, à un moment donné, ils ont eu 50 mm d'eau. Dans les petits villages, les pompiers, c'était pas à l'eau, ils étaient confrontés, c'était à la boue. C'est quand même pas normal. Et là, il s'est sorti d'un chapeau, il fallait recreuser les fossés. Voilà. Ils vont recreuser les fossés et les bras de rivière qui sont bouchés, ils vont leur déboucher. C'est un non-sens. Quand on regarde le pognon que ça peut coûter, voilà, c'est le constat que je fais de chez moi, quoi. Je trouve ça lamentable. Merci pour ce lamentable constat, effectivement. Moi, je partage, hein, parce que la question de la finance, ouais, je pense que dans le coin, vous êtes bien placé pour voir aussi la question de l'accaparement des terres par des financiers ou des grosses entreprises. Hein, il y en a quelques-unes. Et effectivement, au nord de Ploërmel, là, il y a des parcelles de des fermes de 300 hectares qui sont maintenant détenues par des fonds de pension extérieurs complètement à la commune, etc. Et dans lesquels ils viennent, par des chefs de culture ou des ETA, mettre des grandes cultures, et ils viennent 2 fois par an pour semer, machin. Et c'est effectivement un truc en marche. On est parfaitement d'accord avec ça. Et moi, je parlais du bien commun eau. Je pense que la terre, ça devrait être un bien commun, collectif, géré collectivement par nous, les citoyens. Hein. Comme l'énergie, d'ailleurs. Hein. Comme le pétrole, je ne comprends toujours pas, moi, pourquoi le pétrole, pourquoi l'énergie est aux mains de grands groupes industriels, alors que c'est un bien commun de l'humanité, n'est-ce pas? Hein. Donc si on met les biens communs à la liste, là, moi, je vois la qualité de l'air, hein, je vois l'eau, je vois l'énergie et je vois le sol. Hein. Franchement, ça devrait être géré collectivement, non pas par des politiques qui sont à la solde forcément, puisqu'ils subissent les influences des groupes financiers, etc. Ils sont tenus. Quand ils ne sont pas eux-mêmes des... Enfin, j'arrête là. Mais, parce qu'on part ailleurs, mais c'est complètement vrai, ce qui est dit là. C'est complètement vrai. Oui. Surtout sur le territoire. Ah ben on peut voter, hein, parce que les fonds de pension, c'est un choix politique qui est proposé actuellement. Hein. Mais tout le monde a conscience de ce qui vient d'être dit. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Personne ne fait rien depuis des années que ça dure. Alors j'ai une suggestion sur un levier économique. Parce que il y a des pratiques qui impactent fortement les ressources naturelles. D'ailleurs, beaucoup de pratiques industrielles et agricoles consomment du capital naturel. Et ça n'est pas inclus, il n'y a pas de contrepartie financière. Et une possibilité serait la rémunération de l'amélioration des services écosystémiques. Donc, il y a des pratiques qui, elles, améliorent la qualité de l'eau, gèrent mieux la quantité d'eau, émettent moins de gaz à effet de serre, préservent la biodiversité. Et ça peut être rémunéré par les services écosystémiques. Il y a une association sur la vallée de la Seiche, dans le sud de Rennes, Carabe et Canopée, qui met ça en place aujourd'hui. Il y a même le projet Terre de Source pour l'alimentation, sur les zones d'alimentation en eau potable de la ville de Rennes, qui rémunère les agriculteurs sur ces services écosystémiques. Donc ça, c'est une piste, c'est le levier argent, hein, qui peut être utilisé pour aller dans le bon sens. Je voulais juste revenir sur la question de la citoyenneté et des assemblées, d'assemblées participatives. Donc c'est la base de la politique. Donc si on reprenait les problèmes à ce niveau-là, il n'y aura pas que l'eau. Le problème de l'eau, c'est le problème gigantesque. Il y a eu 2 campagnes présidentielles.
dans ces 2 campagnes présidentielles, un petit mouvement a essayé de mettre en numéro 1 le sujet de l'eau, et l'écho des autres participants, et surtout de celui qui nous gouverne toujours, ça a été justement de ne pas en parler. Donc voilà, moi je ne fais pas de la politique politicienne en disant ça, mais je voudrais simplement dire que la France est riche de toutes ces idées, de tous ces gens qui sont attachés à leur terre, au territoire, à la patrie, à tout ce qu'on veut, au manger, à manger sainement, etc. Et comment ça, on le met en mouvement, on le remet en mouvement, c'est-à-dire comment ça c'est possible aujourd'hui de dire, mais finalement, stop à tout ce qu'on nous propose, parce que, voilà, la question c'est le déficit, aujourd'hui, politique numéro 1 sur toutes les ondes, le déficit de l'argent, et l'eau, c'est un flux, et le déficit écologique, c'est-à-dire la dette écologique, on ne la paiera jamais. Voilà. Donc la question, elle est bien là. Elle est bien de se regrouper. Alors là, il y a les municipales qui arrivent aussi. Donc, oui, que la discussion de l'eau fasse partie des questions, des programmes, et des programmes politiques au niveau communal comme au niveau national. Une vision qui aille au-delà des 6 ans de l'élection, avec une vision qui aille à 10 ans et à 20 ans. Oui, mais il y avait aussi, par exemple, la proposition dans les programmes des bassins versants, c'est-à-dire qu'on peut refaire l'organisation administrative de la France autrement que l'a fait un certain François Hollande, pour ne pas le nommer, qui aboutit à rien. Alors qu'il y a un programme politique qui propose d'organiser la France sur les bassins versants. Voilà. Donc ça, est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on veut le voir? Est-ce que simplement la frayeur de poser un nom ou de dire attention, en politique, il y a des méchants, et ils sont vite désignés parce que à la télé tous les jours. Voilà. Donc moi, je veux simplement dire ça, c'est-à-dire c'est très beau le mouvement écologique, etc., de poser les problèmes, d'essayer de les traiter. J'admire les bios qui ont commencé à agir et à essayer de faire quelque chose il y a 40 ans. Mais le problème, c'est une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus nationale. Il faudrait qu'il y a pas beaucoup de femmes qui interviennent, donc ça serait bien que ça. Moi, je voulais juste, peut-être pour ceux qui voudraient un peu de positif, je suis enseignante et j'avais fait mon année de stage au collège-lycée Brocéliande. Et quand je recroise mes anciens élèves, je trouve qu'il y en a beaucoup ici qui choisissent des parcours, en fait, qui font des facs sur l'environnement, avec des parcours que moi je connaissais pas, qui n'existaient peut-être pas quand j'étais étudiante encore. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui font ça, notamment sur les zones humides. Donc je trouve ça très chouette. Moi, ça me fait plaisir quand ils me disent ça. Et je trouve que c'est une génération quand même qui a ce souci-là et qui a envie de changer les choses. Donc peut-être qu'ils vont y arriver, je leur souhaite. Mais en tout cas, voilà. C'est le positif, c'est qu'il y a des jeunes qui font des études en ce sens et qui sont contents de le faire. Donc voilà, peut-être qu'on aura des petits progrès à venir. Il y avait quelqu'un qui voulait parler plus longtemps. Non, mais c'était juste... Bon, alors moi, je suis juste Alexandra, j'ai aucune compétence en quoi que ce soit, ni en psychologie, ni en zone humide, ni... Bref, et en fait, c'est juste, ça m'avait fait tilt avec les histoires de fonds de pension qui rachètent des terres et qui mettent des agriculteurs ou paysans, je sais pas, dessus pour les et puis qui viennent ramasser la mise. Ben, pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose? Je ne sais pas, on fait une liste en municipal et puis on remporte les élections et puis on met ça au programme qu'on achète les terres au titre je sais pas, moi, de la commune, je ne sais pas ce qui est possible. Hein. Et puis on met dessus des paysans un peu salariés, quoi.
donc qui ont un salaire enfin un peu plus grand que le SMIC, mais au moins qui ont un revenu garanti et qui nous permettent de faire pousser des choses de façon respectueuse, qui n'empoisonnent pas l'eau, qui nous permettent de boire de l'eau propre, de manger des choses saines, de fournir les restaurations collectives et de proposer aussi de la bio et des produits locaux à des prix défiant toute concurrence. Parce que moi, j'habite à Vannes et je fais tous les petits trucs. Je veux dire, c'est tellement naturel, mais bon... Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire, qui ne savent pas, ou qui sont freinés par les prix, ou que sais-je. Et voilà, je ne sais pas, c'était un peu dans cette idée d'avoir des idées d'action. Et je me dis, est-ce que ce genre de choses, ce genre d'initiative de réappropriation de la terre pour que ça devienne un bien commun, pour produire du bien commun qui est la nourriture et pour préserver un bien commun qui est l'eau, dont on ne peut pas vivre, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager en tant que citoyen? Il y a une association qui fait ça, qui s'appelle Terre de Liens. Ouais. Il y en a d'autres, je pense. Donc, ce que vous dites, effectivement, moi, ça me parle. Terre de Liens marche et travaille en Bretagne. Après, il faut accéder au foncier qui est à vendre. Le problème, c'est que dans la logique financière qui a été décrite là-bas, les ventes peuvent échapper, pas sous les radars, parce qu'il y a toute une mécanique qui fait qu'elles peuvent passer. Vous ne savez pas que c'est à vendre. Et quand vous arrivez, c'est trop tard. Et donc, c'est parti dans ces trucs-là. Mais au-delà de ça, soyons positifs, il y a effectivement des mouvements qui et Terre de Liens cherche des investisseurs, justement, pour démarrer les agriculteurs bio, pour démarrer de l'agriculture raisonnable. Oui, donc merci pour tout ce qui a été dit, les présentations, les interventions, etc. Je vais rajouter ma petite pierre qui ne fera pas changer grand-chose, mais bon, on va la dire quand même. Donc Martin Steken, moi je suis agriculteur aussi à Ougan, éleveur de vaches laitières, non issu du milieu agricole. Donc, pour rebondir un peu sur ce que disait Georges tout à l'heure, à un moment, si on veut freiner un peu l'avancée d'une agriculture industrielle qui grignote, qui avale les fermes, c'est pas grignoter, c'est qui avale les fermes goulûment les unes après les autres, et il va falloir qu'on ait du monde un peu à mettre en face et des gens motivés, prêts à y aller, parce que est-ce que dans notre société actuelle, on nous pousse vraiment, nous, individus, à aller bosser avec des animaux, parce que tu parlais des zones humides, mais il n'y a que les animaux qui valorisent les zones humides, il n'y a que les herbivores qui sont capables de valoriser les zones humides. Mais qui dit herbivore dit une astreinte terrible, de bosser tous les jours, toutes les semaines, 365 jours par an. Donc, est-ce que notre société de consommation, de marketing, de machin, qui aimerait qu'on soit de bons travailleurs, soumis, qui ferment leur gueule, qui refusent de leur cotisation sociale, qui refusent, qui acceptent dans la joie de voir 2 ans de travailler 2 ans de plus sans rien dire. Voilà, on voudrait qu'on soit de bons travailleurs bien soumis, on voudrait qu'on soit de gros consommateurs irréfléchis. Voilà, c'est ça qu'on nous demande d'être, uniquement ça. Est-ce que dans le monde actuel, qui nous pousse à être uniquement ça, des solutions sont possibles? Alors on va en douter un petit peu. Donc je pense quand même qu'il y a vraiment un bon coup de balai à mettre, ou je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il va quand même être temps qu'on arrête les choses là. Sérieusement, et ça va pas être simple, hein, et ça va se faire dans la douleur. Hein. Mais c'est ça, mais il n'y aura rien de facile. Hein. Ça ne va pas être des petits pas, ça ne va pas être des petites gouttes, ça ne va pas être des petits colibris. C'est très bien, c'est très gentil, mais non, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. L'humanité n'a jamais été confrontée à de tels choix, à de tels changements. Donc moi, j'ai confiance en l'être humain. Ce qui a transparé un peu de la présentation, je trouvais que vous faisiez peu confiance aux citoyens, en doutant de sa capacité à s'emparer de ces sujets. Moi, je pense qu'on n'a pas le choix que de nous faire confiance. On n'a pas d'alternative à nous faire confiance. Et si les jeunes d'aujourd'hui
se réengagent. C'est très bien, tant mieux. Après, peut-être qu'ils sont vite découragés, c'est vrai aussi, mais le poids de toutes les valeurs véhiculées par notre société a un impact là-dedans. Et s'il y a 50 ans, les jeunes d'il y a 50 ans, vous, ceux qui assistent à vos présentations, comme vous disiez au début, donc qui sont les vieux d'aujourd'hui, si à l'époque ils étaient plus engagés, ils étaient plus motivés, ils étaient plus politisés, on n'est pas différent aujourd'hui d'il y a 50 ans. Hein. C'est l'environnement, c'est le système, c'est la société qui a évolué pour nous dépolitiser, pour nous faire nous dessaisir de ces sujets-là. On est les mêmes êtres humains, on a les mêmes capacités, on a les mêmes cerveaux. Et si on veut s'emparer des sujets, si on veut prendre les choses en main, on a la capacité. Mais il va falloir qu'on y croie, qu'on se débarrasse un peu de toute cette pollution-là, psychologique, psychosociale, tout ça, et qu'on voit les choses au clair, quoi. Donc voilà, c'est à ça que j'appelle une mobilisation générale. On n'a pas le choix, on n'a pas d'alternative. Alors on s'engage dans quoi, dans quelle association, quel syndicat, quel machin, je n'en sais rien. On y va, on essaye, on se plante, et ben on recommence dans une autre, en fonction de nos affinités, en fonction de ce qui nous intéresse. Est-ce que c'est le milieu, est-ce que c'est le niveau communal, est-ce que c'est l'association, est-ce que c'est les syndicats, est-ce que c'est des coopératives locales aussi qui changent les choses localement? Voilà, il y a 1000 moyens, en fonction de qui on est, de ce qu'on aime, de notre temps disponible, on y va, et puis on essaye. Et je ne dis pas qu'on va y arriver, mais si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas.